En fait, donc je vais commencer vu que j'étais le premier sur le coup. Et si tu danses, ça va être absolument horrible. On me l'a proposé. Donc les Humano m'ont demandé si ça m'intéressait. C'était basé sur une autre série de science-fiction que j'ai fait pour eux mais qui n'est pas encore sortie. Donc on m'a proposé de reprendre le Métabaron. C'est comme ça que ça s'est passé. Bah moi c'est très simple. On m'a proposé de reprendre le Métabaron. Alors faut expliquer à tous ceux qui vont regarder la vidéo que c'est vraiment pas facile parce que... Concentre-toi un peu. Allez, concentre-toi. C'est la lumière dans la gueule. Un petit peu l'eau à la bouche, c'est juste sur l'écran. Mon Dieu, ça commence bien. Non, donc oui, on m'a proposé, le patron des Humano m'a appelé à la fin de mon deuxième bouquin en me demandant si ça m'intéressait justement de reprendre le Métabaron. Et c'est vrai que c'est une série pour laquelle j'avais beaucoup d'affection, donc j'ai dit que j'allais réfléchir, mais je pense que ouais, j'avais déjà beaucoup d'affection pour cette série, donc ça a été assez facile comme choix à faire. Allez, moi c'est pareil, c'est Fabrice, le patron des Humano, qui m'a appelé pour me proposer l'histoire et on m'a envoyé les synopsis, les scripts et ça m'a plu, donc j'ai décidé d'embarquer. En plus de ça, il y avait déjà Valentin qui avait commencé sur le projet. Et puis moi, quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me disais, ça me plaisait beaucoup, la manière dont il avait repris l'univers, dont il avait changé des choses. Et donc au final, je me suis dit, eh ben pourquoi pas. En plus, c'était... En fait, à la base, je n'étais pas trop pour les reprises. Moi, comme j'ai fait beaucoup de comics, le comics, c'est que des reprises. Quand on fait des super-héros, c'est forcément que des reprises. Et... Donc en faisant du franco-belge, faire une reprise, j'étais pas déjà branché, mais ça, les Métabarons, j'avoue que là, ils m'ont pris un peu de cours. C'est peut-être la seule série que j'aurais bien voulu reprendre, alors j'ai dit oui. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Je vais t'expliquer comment j'ai travaillé au départ. Il y avait un deal entre Jodorowsky et les Humanoïdes Associés avant que je commence à travailler. Et le deal était que Jodorowsky a écrit un synopsis de 6 pages qui résumait sa vision de la suite des Métabarons. Et c'était clair que quelqu'un reprendrait tout ça et retravaillerait à sa façon. Donc Jodorowsky n'avait pas de demande spécifique. Et moi, quand on me l'a proposé, j'ai eu une petite demi-heure d'euphorie en me disant c'est fantastique. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai décidé la première chose que j'ai faite, je me suis isolé avec la case des Métabarons que j'ai relu 2 fois. Et de là, j'ai fait une espèce un texte qui résumait ce qui me plaisait de ce qui me plaisait pas. Mais quelque chose de personnel, c'était pas une critique en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais c'était vraiment ce dont j'avais envie de parler et ce qui ne me touchait pas en tant qu'être humain ou ce que je ne voyais pas comment utiliser. Et je voulais surtout pas devenir une espèce de faux Jodorowsky ou de singer Jodorowsky. Donc ce que vous avez en main, c'est ma vision de l'univers de Jodorowsky. Et le challenge était important parce que ce qui m'a le plus surpris en fait en relisant la case, c'est la portée hallucinante de son imagination. Parce que quand on fait de la SF, on peut raconter l'histoire d'une planète ou d'un système solaire ou d'une galaxie ou même d'un groupe de galaxies. Lui, il raconte carrément toute l'histoire de l'univers, d'une famille fondamentale à l'histoire de cet univers. Et donc c'est toutes ces choses-là que j'ai essayé de décortiquer, mettre sur papier de manière à m'aider à envisager la suite. En fait, il y a 4 diptyques, donc 2 albums de 4 différents dessinateurs. Et les 4 diptyques, il y a une histoire sous-jacente qui permet à ceux qui les achèteront tous de suivre une histoire plus globale. Mais chaque diptyque est une histoire aussi fermée qui commence à la page 1 et qui se termine à la fin de l'album 2. Et ça commence avec Wilhelmsen, qui est
un soldat mutilé qui on a mis des prothèses. Alors je l'ai conçu de deux façons. La première, c'était d'en faire vraiment un monstre extrême avec ses prothèses, etc. Mais la particularité, c'était un monstre, un ennemi qui touche particulièrement le métabaron parce que ces prothèses monstrueuses sont en fait mues par l'épiphyte et que l'épiphyte, c'est l'huile antigravité qui vient de la planète Marmelade où sont issus la caste des métabarons. Donc cet ennemi a un lien particulier avec le métabaron et en fait avec l'affrontement qui va venir, le métabaron va découvrir des choses sur l'épiphyte, sur lui-même, sur la caste, parce qu'une partie de mon travail, ce qui m'a excité en fait dans le travail de Jodorowsky, c'était de raconter des choses que Jodorowsky n'aurait pas raconté. Donc de réinventer certaines scènes, certains moments de la caste. Ils sont longs à faire. Attends, j'ai commencé. En fait, j'ai commencé il y a à peu près 4 ans. Et on a travaillé comme au cinéma en fait, de faire un synopsis complet des 8 tomes. Puis un séquencier qui racontait vraiment l'histoire avec précision, et tout ça avant que je commence à écrire le premier script. Donc pour moi il y avait un énorme travail en amont, et c'est seulement quand j'ai terminé le premier album que Valentin est monté à bord. Et là tu peux peut-être continuer. Oui, alors c'est vrai que pour nous c'est un avantage assez incroyable d'avoir toute l'histoire avant de commencer, même de donner le premier coup de crayon. C'est-à-dire que j'ai pu lire l'intégralité de l'histoire avant même de commencer, enfin l'intégralité jusqu'au tome 6 il me semble. Là depuis on sait toute l'histoire. Mais c'est quelque chose qui apporte de la cohérence dans notre travail et ça facilite les choses grandement parce qu'il y a des personnages qui vont être présents dans plusieurs albums, il y a des motivations qui vont être aussi là, qui vont s'étendre sur aussi plusieurs albums. Donc ça nous permet à nous d'avoir un travail qui soit plus cohérent parce que, je dis le mot cohérent parce que mine de rien on est 4 dessinateurs sur 8 albums et donc il faut qu'on travaille tous ensemble mine de rien. J'ai cette chance d'être le premier à commencer, donc j'avais pas vraiment de... comment dire, fallait pas que je me fie au travail des autres auteurs, enfin à part bien sûr Giménez et puis Moebius, c'était quelque chose, c'est évident. Mais ça a plus été à Nico de reprendre les designs que j'avais pu créer justement pour le tome 1. Mais ça a été aussi l'occasion moi aussi de m'inspirer du travail de Nico vu qu'on travaillait ensemble en fait. Quand il a commencé, j'ai cette anecdote là, quand il a commencé le tome 3, moi j'étais rendu, je sais plus moi, à la page 10 ou 15 du premier album et j'avais déjà créé un endroit, un lieu qui apparaît dans le premier album et Nico a retravaillé ce même lieu dans son album et il a réinterprété la chose que j'avais faite avec ses couleurs, avec sa manière de faire. Et j'ai trouvé ça juste génial, alors je me suis inspiré de ce qu'il a fait pour retoucher justement cette page-là une fois l'album fini. Donc c'était un dialogue visuel entre nous deux. Et c'était vraiment l'avantage, c'est qu'on a eu un scénario fini. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir rajouter? Et t'as tout dit Valentin. Mais je dis toujours. Je peux pas, je peux rien ajouter. Alors la question à la base, parce que la question remonte à il y a quelques minutes quand même. Qu'est-ce que c'était? C'est par rapport à... Comment... Bonjour. Ben bonjour, ça va? Oui. Non mais d'avoir un script déjà écrit au complet à l'avance, avec même le scénario des histoires suivantes déjà écrit. C'est vrai que ça donne beaucoup de visibilité et c'est un privilège qui est assez rare en fait en bande dessinée, en comics qui est pratiquement inexistant. Donc ça, c'est vraiment une occasion super c'est vraiment des conditions idéales pour travailler. Et bon après c'est vrai que comme dit Valentin, on a en commun certains éléments de l'histoire. Bon, beaucoup d'éléments visuels ont été inventés par lui avant que moi-même je sois dans l'histoire.
Et donc j'ai dû, mais comme ce qu'il avait fait me plaisait, j'ai pas fait beaucoup de compromis en réinterprétant ce qu'il avait fait. J'ai juste donné mon style graphique à ce qu'il avait déjà fait. Et puis c'est vrai que quand on travaille, je vois tout ce qu'il fait, il voit tout ce que je fais, on a beaucoup d'allers-retours comme ça, c'est assez facile de travailler, c'est assez simple. C'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus compliqué si on s'entendait pas, mais là comme c'est le cas, tout va bien. En plus, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc ça peut dégénérer très vite. C'est en train de dégénérer d'ailleurs. Tu interromps mon interview. Allez, je continue. De toute façon, j'avais terminé. Il n'y aurait pas forcément besoin, je pense, de visiter la tête des artistes parce que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils veulent dire, en fait, ça se retrouve dans ce qu'ils font. Et quand on est aussi dessinateur, quand on est aussi auteur de bande dessinée, et Nico pourra le confirmer, je pense, on voit les intentions que les artistes donnent dans leur travail, on voit par quelles étapes ils passent. Des fois, c'est un peu plus mystérieux, mais en général, on arrive à comprendre à peu près ce qui se passe. Et c'est en voyant leur travail, justement, qu'on comprend un peu ce qu'ils peuvent penser dans leur tête. Donc je sais pas s'il y a vraiment besoin d'aller dans la tête de quelqu'un. Ça va rester les mêmes, mais il y en a tellement que je pourrais pas donner un nom comme ça. Il y a tellement de gens qui sont géniaux, c'est impossible de donner des noms juste comme ça parce que j'en oublierais plein en fait. Donc je revisiterais bien, j'irais bien jeter un coup d'œil dans la tête de Lovecraft. J'ai tout lu 2 ou 3 fois, ou à peu près, et je voudrais vraiment comprendre d'où peut venir une telle vision. Tout, les idées, la façon dont il écrit, la façon dont il raconte, son incroyable langage, son racisme, sa façon dont il a fait passer l'horreur au XXe siècle en la rendant, en faisant du fantastique, de la science-fiction en fait. Je pense que c'est un auteur majeur à tout point de vue. Moi à l'époque j'avais dit Alan Moore, je pense. Je voulais savoir ce qui se passait dans la tête de Monsieur Moore. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'ai eu tout le temps pour penser et j'ai... Non, j'ai regardé les gens qui passaient en fait. Non, aujourd'hui je dirais, j'essaierais d'aller voir dans la tête d'un dessinateur scénariste qui fait vraiment une œuvre complète. J'irais peut-être chez Paul Pope ou chez Frédéric Peters, comme la manière dont ils réussissent à synchroniser leur scénarisation et l'interprétation visuelle qu'ils en font, la manière dont ça m'intéresse de plus en plus. Parce que mon but à long terme, ce serait d'être un auteur complet. Et ce serait peut-être vers ce genre d'auteurs-là que j'admire, que j'irai voir comment fonctionne leur processus. Voilà. Merci messieurs. Avec plaisir.